Moi, c'est vivre ensemble parce que je trouve qu'il y a un repli et il y a beaucoup actuellement de vagues, développement de soi, etc. C'est fort à la mode. Mais, et c'est vrai, des fois, j'aime bien être toute seule, voilà, être bien tranquille. Mais très vite, je ne suis pas heureuse comme ça. J'ai besoin des gens. Je crois que l'homme est un animal social. Et ce qui me rend heureuse, c'est d'être ensemble, de partager des choses. Maël, Nadège et Nicolas, bonjour. 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 Vous êtes Bonjour. tous les trois réalisatrices de courts-métrages, respectivement Kenavo, Mauvaise Graine et Sauvage. On va parler de ça aujourd'hui. D'abord, première question, comment ça va? Bah bien, il y a du soleil. Enfin là on le voit plus mais il y a eu du soleil à La Rochelle. Ouais, on découvre cette belle ville de La Rochelle et on est très content. C'est magnifique. Ouais. Vous allez revenir au Festival de la fiction TV. Super. On sait pas. On va voir. Ça serait possible, on espère. Enfin, moi j'espère, ouais, un jour venir. Ouais. Et vous êtes là depuis hier pour deux projections débat que vous organisez autour de vos courts-métrages qui font partie de la collection On s'adapte, produite ou en tout cas labellisée par le groupe Cannabis, on en parlera. Mais peut-être que vous pouvez commencer par présenter rapidement chacun votre court-métrage, chacune. Allez, je commence. Donc moi j'ai réalisé Sauvage, qui est donc un court-métrage d'anticipation écologique qui se passe en mer Méditerranée sur un bateau et situé dans une époque pas si lointaine, en 2043. Voilà, donc c'est un univers maritime avec une héroïne qui va avoir son quotidien bousculé par un sauvetage en mer. Et est-ce qu'on peut donner le contexte ou c'est spoilé? Savoir qu'il y a une loi qui est passée qui fait que quand même l'organisation de la vie mondiale s'en trouve un peu bousculée, quoi. Dans Sauvage, en fait, j'imagine que l'héroïne qui s'appelle Mélissa est en quelque sorte une éboueuse des mers. C'est-à-dire qu'elle récolte les plastiques qui flottent à la surface et elle les revend à la Bourse mondiale du recyclage. Parce qu'à cette époque, en fait, j'imagine que le plastique qui a été interdit à la production, du coup, acquiert une valeur de réemploi, de recyclage, avec un cours mondial au kilo à la bourse. Donc voilà, elle joue là-dessus, on va dire, pour gagner sa vie. Ce qui est tout à fait crédible et on reviendra vers toi pour savoir pourquoi tu as eu envie de produire ce court-métrage. Toi, Nadège, Mauvaise Graine. Oui, Mauvaise Graine, c'est l'histoire d'un monde où on ne peut plus planter, commercialiser, acheter de graines. Et donc, il y a une jeune fille qui va trafiquer des graines et être en conflit avec son petit copain qui trouve ça illégal et donc n'approuve pas ses actes. Ouais. Et Kenavo du coup qui veut dire au revoir en breton. C'est un road movie électrique qu'on pourrait dire. Et en tout cas c'est l'histoire d'une mère et son fils qui vivent dans un monde où en 2038 l'électricité est la seule source d'énergie et même devenue la monnaie courante puisqu'on paye en kilowattheure. Et dans ce monde-là, on a le fils Erwan qui lui a envie de rejoindre une ZAD, une zone libre qui est à plus de 100 km de leur domicile. Et du coup, ils doivent enfreindre les lois pour se rendre à bord de ce van électrique dans une zone libre. Alors, je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes les réalisateurs et en plus les scénaristes, donc ces courts-métrages sont nés de vos imaginations, mais il y a eu un contexte, un prétexte qui a été le lancement d'un appel à projet par le groupe Canal, qui voulait créer une collection autour de l'adaptation. Mais pourquoi est-ce que chacun, vous avez retenu le sujet que vous avez retenu? Question un peu idiote, mais quand même, je la pose. Ok, bah, pour ma part, en fait, c'est né d'une pratique qui est assez courante maintenant, malheureusement, heureusement, je sais pas, de la collecte de déchets, ramassage de déchets sur le littoral ou même en mer. Et en fait, j'ai une amie qui a fait une éco-aventure où elle est partie de Menton jusqu'à Cerbère en kayak et qui ramassait les déchets sur son passage, donc c'était plus symbolique qu'autre chose. Mais du coup, je me suis dit, bon bah, en fait, pourquoi pas, si ça devenait un métier plus tard, et après, en tirant tous les fils, on a les problématiques liées à l'océan en général, le réchauffement, l'acidification, la pollution.
et aussi donc la vie en mer, la technologie maritime dans le futur, les enjeux qu'il peut y avoir autour de la piraterie, etc. Voilà. Nadège, même punition. Alors, pour Mauvaise Graine, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Les Incroyables Comestibles. Et l'idée, c'est de planter des graines pour que les citoyens se réapproprient l'espace public. Aussi montrer aux gamins qu'une carotte, ça ne pousse pas dans un arbre. Voilà, il y a plein d'enjeux autour de ce projet. Et jusqu'en 2020, en France, il y avait une loi qui disait qu'on ne pouvait pas vendre de graines qui n'appartenaient pas au catalogue des gros semenciers. Et donc, à chaque fois qu'on se réunissait pour échanger nos graines, on rigolait entre nous, haha, on est en train de faire un truc illégal. Donc, heureusement, cette loi a changé, quoique, comme je viens de Belgique, cette loi n'est pas tout à fait claire. Et à l'Union européenne, il y a encore pas mal de pression de lobby pour pouvoir faire marche arrière. Donc, même si c'est un sujet qu'elle est réglée, ce n'est pas tout à fait. Et donc, je suis partie de cette idée pour parler de ce problème, qui est vraiment un problème mondial, un gros enjeu géopolitique et qui concerne aussi notre souveraineté alimentaire. Ouais, parce que les paysans n'ont même plus la main sur les semences aujourd'hui. Oui, et il y a des productions de semences qui ne se reproduisent plus. Donc on plante une aubergine, on la coupe, il n'y a pas de graines dedans, on est obligé à chaque fois de racheter et donc d'être dépendant de ces semenciers qui ne sont que 5 dans le monde et qui sont les mêmes qui produisent les pesticides. Mais heureusement, des réseaux de la contrebande s'organisent et pas que dans la fiction. Oui, complètement. On a une super asso qui s'appelle Graines de Troc ici à La Rochelle qui favorise l'échange de graines paysannes. Ouais. Maëlle. Et pour ma part, mais je pense que comme tous les trois, on a écrit pendant le confinement et du coup, moi, c'est vrai que j'ai un peu mal vécu les restrictions de déplacement, comme beaucoup, et je trouvais ça intéressant que pour des questions d'urgence sanitaire, des choses comme ça puissent être mises en place avec des proportions mondiales. Et je me demandais, le jour où on arriverait au pied du mur de manière écologique, en termes par exemple de puissance, puissance électrique, dans le sens où on consomme beaucoup trop chacun, est-ce que si on avait le choix entre forcer les gens à garder leur mode de consommation, mais par contre à ne plus partir à plus de 100 km de chez eux, est-ce qu'ils accepteraient? Et je pense que beaucoup pourraient l'accepter si on te dit que tu peux garder par contre ta télé comme tu as l'habitude, ne pas changer son mode de vie, mais juste se dire qu'on ne peut pas bouger. Et je te verrai plus, ça va pas. Voilà, du coup on ne pourrait plus. Et du coup c'est parti un peu de cette idée-là, ce concept-là, de se dire en fait peut-être que ça sera réappliqué dans un autre contexte et dans une autre urgence, ici climatique. Mais là encore, dans ce monde que tu dessines, on voit qu'il y a des moyens de passer à travers les gouttes au prix d'un peu de piratage informatique. Et ce qu'on voit aussi, et qui est peut-être pas le message que tu voulais faire passer, mais c'est que finalement, l'argent n'est pas tant un problème, puisque sans argent, on peut trouver un autre mode de relation entre les gens qui puisse être quand même contrôlé par une sorte de pouvoir. Donc je trouve que ça fait réfléchir de ce point de vue-là. Est-ce que vous aviez des objectifs affichés ou cachés avec ces courts-métrages, ou est-ce que c'était juste vous faire plaisir en tant que réalisateur, faire passer votre message? Alors, il y a un objectif principal de faire parler du sujet, du thème, on va dire, environnemental, voilà, dans le domaine particulier, donc en ce qui me concerne, l'océan et la relation homme-animal, on va dire. Et donc ça, c'est l'objectif déjà de réussir à écrire une histoire qui est ancrée dans une époque futuriste, mais en même temps qui paraît réaliste, qui est ancrée sur des faits scientifiques immuables et vérifiés, et proposer cette projection au public, et surtout en discuter de manière assez complexe, de ne pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais voilà les données du problème, comment chacun se positionne et se situe. Et après, objectif caché, non, pas forcément. Après, je sors du cadre. C'est parce que tu m'as vu. Et là après, on a eu la bonne surprise avec cette collection
bah déjà de se rencontrer, ça nourrit les réflexions, ça motive de rester mobilisé, voilà, plusieurs années après la sortie des films pour continuer d'en parler et pas juste rester dans un mode de consommation de films. Donc voilà, et aussi de faire connaître ce format qui est un peu boudé des diffusions, des diffuseurs qui est le court-métrage, parce que c'est un... Je pense que notamment pour un jeune public, c'est intéressant. Voilà, c'est comment aborder un sujet, une histoire en peu de temps et de poser plein de questions. Et je reviens encore dessus, d'où la nécessité d'accompagner les films et vraiment de proposer des discussions et de récolter les questions du public aussi, quoi. Moi, c'est ça que je retiens, c'est que ça sert de base de discussion pour avoir quelque chose en commun avec des données qui sont plutôt scientifiques. Ouais. Oui, complètement. Je pense que l'avantage de la fiction, c'est qu'on peut toucher un public qui, a priori, l'environnement, ça ne le concerne pas ou voilà, il passe au-dessus. Parce que pour avoir travaillé longtemps en programmation, les gens qui viennent voir du documentaire environnemental, ce sont déjà des gens intéressés, voilà, qui vont venir confirmer ce à quoi ils pensent. Or, en prenant le biais de la fiction, justement, on peut toucher un public beaucoup plus large qui vient juste se divertir, entre guillemets. Et pour ma part, j'avais vraiment envie de cibler un public jeune en reprenant les codes des films de cité, donc ces grands immeubles, une musique rock, les jeunes qui traînent, pour justement pouvoir toucher ce public qui n'a pas l'habitude de voir ces films environnementaux. Avec le deal un peu au cœur de... Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Oui, bien sûr, on peut... Ben voilà, donc Voilà. c'est encore des clichés, c'est le deal dans la cité. Oui, mais qui est détourné. Ça m'a fait très plaisir parce qu'à une projection, il y a un monsieur qui m'a dit, eh ben, j'ai changé mon regard sur les gens de la cité. Alors que ce ne sont pas des gens de la cité qui tournent et tout ça. Et donc, voilà, moi, c'était pas le but. Mais il y a, voilà, il y a des choses qui en ont découlé, autres auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai voulu aussi parler du fait de la solidarité, donc le fait qu'on n'est pas tout seul parce qu'on est souvent angoissé par rapport aux infos qu'on entend, qu'est-ce que je peux faire, moi, ma petite échelle, j'ai l'impression que PrimeDG, c'est pas assez. Voilà, c'est le fait de pouvoir être ensemble, comme les gens dans mon film, pour pouvoir lutter contre quelque chose et voilà, pas sentir tout seul. Ouais, ton objectif caché, machiavélique ou affiché? Caché ou affiché, je pense que c'est de mettre un questionnement interne sur... et des fois on se sent un peu tout seul dans sa chambre à se dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, etc. Et en fait, le fait de mettre un questionnement sans apporter de réponse, parce que moi je pense pas que j'apporte spécialement une réponse claire et nette, c'est juste je montre ce questionnement. Et du coup j'ai l'impression qu'on est juste plusieurs à se le poser, et peut-être que ça permet après d'en discuter et d'interroger un peu nos modes de consommation. Je crois que c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Et caché, objectif caché, je ne sais pas s'il y a un objectif caché, je l'ai pas en tout cas là. Je pense qu'il est encore plus inconscient dans ce cas-là, s'il est caché. Ma voisine de projection hier me faisait observer que il y en avait 4, on va parler du 4e après. C'était plutôt des courts-métrages un peu solitaires où il n'y avait pas tellement le collectif hormis pour le tien. Et je me demande si la question n'est pas venue sous une autre forme après dans le moment d'échange. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous avez fait attention? Est-ce que ça vous paraît justifié comme commentaire? Moi je pense que ça dépend des films parce que c'est vrai que là vous en avez vu 4 qui sont pour 2 des road movies mais donc il y a 10 films dans la collection et il y en a un notamment qui s'appelle Nick le Privé qui du coup met encore plus un groupe face à une personne qui du coup elle veut garder sa résidence privée quoi. Donc en fait il y a des films quand même qui mettent en scène le collectif. C'est vrai que ceux que vous avez vus hier soir un peu moins. Maintenant, ce qui est compliqué quand on écrit du court, c'est que forcément il faut que les gens s'attachent aux personnages et on ne peut pas commencer comme dans une série à rentrer dans des intrigues secondaires, à d'autres personnages. Donc même moi s'il y a de la solidarité, ça reste jamais que des figurants. Et pour moi un court-métrage c'est 2 personnages, un lieu. Sinon, voilà, on perd ça devient très compliqué. Voilà, il n'y a plus cette attention du public. Donc forcément, on reste à l'échelle individuelle dans nos récits. Ouais, c'est aussi questionner justement ce que disait Maëlle. On a tendance à se positionner de manière individuelle en disant oh là là, je suis éco-anxieux, qu'est-ce que je vais faire, les autres ne sont pas d'accord avec moi, etc.
se rendre compte peut-être que voilà, si on en parle ensemble, ça peut débloquer et puis on peut avancer comme ça plus facilement en groupe. Après, concernant Sauvage, justement, c'est une femme qui est toute seule sur son voilier qui a fait ce choix-là et donc elle se rend compte à la fin que c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc voilà, toujours dans cette optique de dire que finalement on se protège plus les uns et les autres en étant ensemble. Et qui, elle, par contre, a des relations avec le monde animal quasi autochtone. Ouais, en fait, elle est avec son chien sur son bateau et donc elle, son seul ami, c'est son chien. Et peut-être aussi son intelligence artificielle. Mais voilà, en tout cas, c'est pas les autres humains. Aujourd'hui, je crois en 2025, quand on parle de Canal, tout le monde a à l'esprit que c'est Bolloré, un milliardaire qui met son argent au service d'une idéologie dans les médias. Est-ce que ça, alors vous avez répondu à l'appel d'offres en 2020 qui était déjà Bolloré. Est-ce que ça, à un moment, ça vous a interpellé, vous vous êtes dit ah j'y vais pas, ou de toute façon j'en profite parce que c'est l'occasion de faire ce que j'ai envie de faire et de faire passer un message. Camion. Recyclage. On attend, voilà. Je pense que c'est la chose la plus, j'allais dire ambivalente, mais je cherche l'autre mot, le côté paradoxal. C'est le côté paradoxal, c'est que si on a envie que les films circulent et soient au sein même de... Là, les films sont en accès libre sur MyCanal, donc enfin pas en accès libre, ils sont payants du coup sur MyCanal, mais ils étaient en accès libre là le mois dernier pour Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, le but d'être diffusé et que les films soient vus, c'est pas qu'ils soient sur YouTube, alors certes en accès libre, mais avec très peu de vues, parce qu'on sait très bien que l'algorithme de YouTube ne fait pas monter le court-métrage, enfin en tout cas la fiction, etc. C'est voilà, ils vont préférer des vidéos drôles, etc. Donc déjà en fait on est battu par les algorithmes de base en faisant de la fiction sur YouTube, si on mettait nos films et qu'on avait mis beaucoup d'énergie dedans. Et donc du coup il faut quand même rester dans un certain réseau. Alors certes il y a France Télé aussi à côté, il y a voilà. Il se trouve que c'est pas France Télé qui a lancé l'appel à projet sur cette thématique et que le meilleur moyen je trouve de parler de ces sujets-là, c'est qu'ils soient vus et donc diffusés et donc avec un diffuseur quoi. Et là en l'occurrence Canal, mais c'est pas pour ça qu'on va pas travailler sur un autre cours avec Arte ou avec France Télé. Ils sont positionnés en préachat et voilà quoi. Oui, et par rapport à l'appel, il y avait Canal, mais il y avait aussi toutes des gens du monde scientifique indépendants à qui justement ils avaient fait appel pour vérifier ce qu'on racontait dans nos films était correct, pour un peu aiguiller. Donc par exemple, quand j'ai parlé de semences, au début on m'a dit bah, ça va, la loi est passée. Et puis quand il y a eu un revirement, les scientifiques sont revenus. Oui, il faut vraiment que tu reprennes ton scénario parce qu'à un moment j'avais bifurqué, c'était parti sur autre chose. Il faut vraiment que tu parles des semences, c'est important à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, pour moi il y avait aussi cette rigueur scientifique qui était là dans l'appel, qui était important. Ça c'est hyper important, ce relais finalement entre la culture académique, scientifique et puis les créateurs de contenu parce qu'on est dans une bataille d'imaginaire. On pourrait l'appeler différemment, mais en tout cas on voit bien qu'il y a des histoires différentes qui s'affrontent et que... Moi je trouve que ce qui est intéressant c'est le concept de collection justement. Donc il y a 10 films d'anticipation écologique mais qui traitent tous de sujets différents. Et je trouve qu'ils gagnent à être vus en fait ensemble. Voilà, soit 4 par 4 ou il y a plus de force que de les voir juste un par un parce qu'on voit qu'il y a des fils qui sont tirés mais pas de la même manière dans les uns dans les autres, des manières de mettre en scène aussi qui se répondent. Ça je trouve que c'est intéressant. Et après il y a juste le titre de la collection qui pose une question aussi, donc c'est la collection On s'adapte. Et c'est sûr que il y a un débat autour de ça en disant si on s'adapte quelque part c'est que c'est trop tard et en même temps c'est une réalité quelque part donc voilà, je trouve qu'il faut aussi débattre de l'arène générale que suscite cette collection quoi. On s'adapte.
Et je plus sois sur le côté, il faut les voir ensemble, parce que ma voisine me disait, et toi, c'est quoi ton préféré et tout. Et je trouvais que on est plus sensible à un thème qu'à un autre, évidemment, mais je trouve que le vrai intérêt, c'est que vous traitez de sujets qui sont, en fait, qui s'interconnectent, qui s'enchevêtrent, et d'ailleurs, vos mondes, on pourrait basculer de l'un à l'autre assez facilement, je pense. Oui. Et ce qui est gai du fait qu'on était 10, c'est qu'on avait déjà gagné quelque part. Parce que quand on participe à un concours, malheureusement, on est toujours mis en compétition avec d'autres gens. Quand il faut du financement de films, ben, il y en a un qui va sortir. Et si le fait voilà, qu'on était tous les 10 pris, ça crée pour moi aussi une solidarité de dire hey, où t'en es, voilà, ton film trop génial. On n'était pas en concurrence du tout. En fait, il n'y a pas eu de lauréat à la fin. C'était nous les lauréats, les 10 sur les scénarios. Mais après, une fois qu'il y a eu la production des films et tout, il n'y a pas eu une remise de prix de qui était le meilleur. Et ça, je trouvais que c'était quand même très important que les 10 films, voilà, ils existent et ils existent ensemble. Voilà, ça aurait pu. Hein, On va pas parler des 10 films, mais on va peut-être parler du 4e, puisque vous êtes à La Rochelle pour 2 projections autour de 4 films. C'est celui de Léo, dont j'ai perdu le nom, et de Deschênes, et qui s'appelle Carnet.es. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Carnet? Oui, alors Carnet, donc Léo Deschênes et Marion Moneuse, c'est un road movie sur la transition d'un boucher en fait, dont la profession a été bannie, interdite par la loi française qui rentre en application donc, le jour où il ferme sa boutique. Et il décide d'aller en Italie pour voir s'il peut continuer d'exercer sa profession. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est un débat qui est très actuel, on sait que ça va faire son chemin. On ne sait pas si un jour il y aura cette loi qui va tomber, mais c'est pas improbable, pourquoi pas. Ou ça sera peut-être une atténuation en tout cas, une limitation de la consommation de viande carnée. Donc c'est intéressant de voir ce que ça peut susciter au niveau d'un destin individuel de ce boucher. Et de voir, de traiter justement de la complexité, ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas dire c'est bien, c'est pas bien, et lui-même va aussi faire ce chemin. Et là, je pense que le point commun qu'il y a aussi entre tous les films, c'est finalement le cheminement intérieur des protagonistes, voilà, l'aventure intérieure vers le futur. Et voilà. Et avec des mondes où on est, alors sur les 4 que j'ai vus, il me semble qu'il y en a 3, où on est quand même le postulat de départ, c'est qu'il y a des interdits. Et c'est souvent le reproche qui est fait au courant d'écologie politique, c'est punitif, interdit. Vous en êtes rendu compte, vous, oui, mais écrivant? Ouais, complètement. Mais je pense que c'est assez logique, puisque là, on nous demandait de placer des films aux horizons de 2050. Et en fait, quand je vois que les politiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre n'avancent pas, et qu'on préfère retarder des objectifs qu'on s'était calé d'abord en 2030, on les redécale en 2050, etc. Bah, à un moment donné, quand il n'y a plus le choix, on est obligé de priver les gens de liberté et d'autres choses, et donc des interdits ou sont mis en place. Donc en fait, moi, c'est profondément, je n'ai pas posé ça en me disant on raconte toujours les films écolos de cette manière. Je me suis juste projeté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et pareil avec le groupe de scientifiques aussi qui nous ont aidés à valider la plausibilité de nos scénarios. Et ben en fait c'est en me disant au vu des actions qui sont menées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera en 2050 à part mettre des interdictions partout parce qu'on sera au pied du mur. Moi voilà, je suis assez pessimiste, mais malheureusement il n'y a rien de très joyeux dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, par rapport au lobby, je pense que c'est quelque chose de complètement réel. Des lois qu'on fait revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui allongent du fric aux politiques sous la table. C'est des choses qui existent. Bien sûr que j'ai formulé sous la forme peut-être d'un conte, mais qui pour moi est tout à fait réel. Et par rapport aux régulations internationales, en ce qui me concerne sur l'interdiction de la production de plastique, c'est quelque chose en fait qui est discuté actuellement, qui existe. Donc on est obligé de passer par ce système-là pour avoir un impact au niveau mondial. Donc on espère que c'est une loi qui va passer, mais après en fait, le souci à l'échelle de l'individu, c'est pas tant l'interdiction qu'on met, c'est plus l'alternative qu'on propose. Parce qu'en fait là où on est coincé, c'est quand on nous pose une contrainte mais qu'il n'y a pas d'alternative. S'il y a des alternatives, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens s'adaptent de manière positive du coup très rapidement.
Et c'est pareil pour la nature aussi, on constate que finalement on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, et moi c'est un peu l'espoir que je garde et cette fenêtre d'optimisme que je souhaite donner aux gens, c'est qu'en fait il a été constaté dans plusieurs cas que si on laisse la nature tranquille, elle se régénère plus rapidement que prévu dans certains cas. Et du coup, voilà, on ne connaît pas tout. Et il y a aussi des bonnes surprises. Il y a des mauvaises, mais il y a aussi des bonnes. Bon, en tout cas, il faut aller visionner vos courts-métrages et ceux des copains qui sont pas là. C'est sur Canal, pour ceux qui ont les codes. On peut toujours en trouver, se débrouiller. Et puis dans d'autres projections, s'il y en a, voilà, on va essayer de pousser, de continuer. Où est-ce qu'on peut suivre un peu les projections? Ça, il n'y a pas d'endroit qui centralise, j'imagine. Non, parce que du coup, on n'a pas... C'est du bouche-oreille, voilà, monsieur, dame. Eh ben, on ferait notre petite part chez les Pandarous. La dernière question qu'on a, en général, c'est même tout le temps, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, vous, dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? C'est presque de la philo. Oui. Bah, excuse-moi, mais vos courts-métrages, c'est un peu, je ne l'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de poésie dans vos... Ouais. Bon, c'est un sentiment personnel. Hein. Je pense de faire des films, bah, c'est quoi à dire, mais je viens de finir le mixage de mon deuxième court-métrage. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est d'avoir fini le mixage d'une autre aventure qui s'est terminée et de se dire que voilà, des fois il y en a un et on peut s'arrêter là, à un seul film, et là il y en a un deuxième, et du coup, avec passion, j'ai envie de reprendre l'écriture d'un troisième et voir, enfin voilà, ça me rend heureux quand on arrive au bout. Et tourner avec Joséphine Debeau, ça doit rendre heureux aussi, non? Ouais, ça rend même des jours heureux. J'ai pris la perche, mais non, c'était super et c'est vrai que j'ai très envie aussi de retourner avec elle sur d'autres projets. Moi, c'est vivre ensemble. Parce que je trouve qu'il y a un repli et il y a beaucoup actuellement de vagues, développement de soi, etc. C'est fort à la mode. Et c'est vrai, des fois, j'aime bien être toute seule, voilà, être bien tranquille. Mais très vite, je ne suis pas heureuse comme ça. J'ai besoin des gens. Je crois que l'homme est un animal social. Et ce qui me rend heureuse, c'est d'être ensemble, de partager des choses. Moi, ce qui me rend heureux, c'est aussi du domaine du partage, de voir que finalement, quand on aborde voilà, des sujets qui peuvent nous angoisser, que en fait, rien que le fait d'en parler, que ce soit un constat partagé, c'est une première étape. Et après, d'avancer, de voir qu'il y a des solutions, beaucoup de gens qui se bougent. Après, ce qui vraiment rend plus heureux, c'est quand on voit que ça se matérialise concrètement, qu'il y a cet environnement agréable avec voilà, un peu plus de verdure, des modes de transport doux, de la nourriture saine, de la joie en fait. Là on est vraiment dans le concret, on se dit ok, là on a un quotidien agréable, palpable. Et voilà, c'est les bonheurs un peu du quotidien dont il faut profiter, je pense. Et à La Rochelle, ça marche plutôt bien, cette matérialité où on sent que les choses... La Rochelle, effectivement, on peut percevoir cette ambiance un peu douce. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.